Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors c'est parti ce matin avec nos 4 débatteurs. Vous connaissez ce rendez-vous avec Valérie Expert tout au long de l'année. Valérie est en vacances. Eh bien, nous allons poursuivre avec nos 4 débatteurs. C'est mettez-vous d'accord. Sur quoi ce matin ? Eh bien, sur les critiques qui sont faites à la cérémonie d'ouverture des JO. Bah oui, ça continue. Le cérémonie bashing avec Donald Trump, tout simplement, qui dit que c'est une honte que les chrétiens auraient été humiliés. C'est un peu l'avis aussi du vice-premier ministre italien Matteo Salvini. On y reviendra dans quelques instants. Et puis, il faut, disent certains parlementaires, il faut d'urgence nommer un gouvernement parce que les affaires courantes, ça permet pas d'aider les agriculteurs, ça permet pas de trancher pour EDF, ça permet pas de régler la question du prix de l'électricité. On l'a vu il y a quelques instants. Ce sera peut-être un de nos sujets. Et puis, il y a aussi la Cour des comptes qui épingle le président de la République et l'Élysée à propos de son budget qui a été dépassé de 8 millions d'euros l'année prochaine. Je vous présente nos 4 l'année dernière. Je vous présente nos 4 débatteurs. Jérôme Dubus, bonjour. Bonjour. Jérôme, macroniste par le pôle Horizon, le pôle ID. Je ne sais pas si c'est encore macroniste. Vous savez pas si... D'accord. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, quand j'annonçais que la macroniste... ça c'est sûr. C'est philippiste, Édouard Philippe. Ouais. Bon, on verra si la macroniste déchire. À côté de vous, eh bien, nous accueillons une macroniste de toujours, j'ai envie de dire, en tout cas depuis au moins 2016, Anne-Christine Lang. Ravi de vous accueillir, Anne-Christine. Vous êtes une ancienne députée En Marche de Paris. Macroniste toujours, vous aussi ? Je confirme. Vous confirmez. Eh ben, écoutez, voilà. Pascal Bataille est avec nous. Pascal Bataille est producteur, animateur, producteur de télévision, on le connaît bien. Et Pascal sera en duplex, en visio dans quelques instants avec nous. Le temps qu'on fasse la connexion, vous savez, depuis les sabotages, il y a certaines connexions qui sont compliquées à faire, sinon on le prendra au téléphone. Et puis Philippe Lechener. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Lechener, vous êtes fondateur, président de l'agence de communication politique Réputation Age. On peut de communication. De communication au sens large, vous avez raison. Vous faites la promotion, vous aidez beaucoup d'entreprises à faire connaître les produits et les dynamiques qu'elles créent. Et vous êtes, on peut dire, proche de la sensibilité social-démocrate. Allez, je prends pas de risque en disant ça. Ce que l'on pouvait définir ainsi à l'époque. Oui, c'est ça. Alors, on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et peut-être, noblesse oblige, je vais commencer par vous, Anne-Christine Lang. Oui, écoutez, je vais profiter de la période des Jeux pour avoir un immense coup de cœur pour Simone Biles. Bon, je suis comme des millions de Français, je regarde les Jeux quotidiennement et à longueur de journée. Et c'est vrai que, bon, on est forcément très très admiratif de plein d'athlètes, mais je dois dire que Simone Biles, c'est quand même quelque chose eu égard à... Dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui fait cette championne ? D'abord parce que bon, récemment là, sa prestation sur la poutre était absolument époustouflante, et puis parce que son parcours personnel force l'admiration. Je pense que sa force mentale, on se demande comment cette jeune femme qui a traversé toutes les épreuves qu'elle a traversées, y compris dans son enfance avec une mère toxicomane, des gosses, 4 gosses élevés à la rue, et puis bon, ce parcours victime d'agressions sexuelles répétées avec son entraîneur, et comment elle arrive à se relever. Et qui finalement arrive à se relever et pour atteindre le plus haut niveau. Oui, pour atteindre le plus haut niveau, surtout après son échec à Tokyo, et de revenir au premier plan 4 ans après, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Puis je trouve que c'est elle qui elle fait partie de ceux qui ont mis la question de la santé mentale des athlètes de haut niveau dans le débat public, et je pense qu'on lui doit beaucoup, parce qu'après qu'elle a pris la parole, beaucoup de sportifs de haut niveau et d'athlètes ont fait part effectivement des difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés. Et maintenant, c'est un sujet qui est dans le débat public, et plus personne, beaucoup d'athlètes n'hésitent pas à parler de ça. Donc franchement, cette fille force mon admiration, je la trouve exceptionnelle. Philippe Lechener, ce qui est très juste, parce que vous voyez, les JO nous ramènent à la fuite de Marie-Jo Pérec en Australie, mais quand vous voyez la façon dont Naomi Osaka a géré son mauvais Roland-Garros, la façon dont Biles les deux ont assumé un mal-être, on voit que si Marie-Jo Pérec avait dû fuir aujourd'hui, 20 ans plus tard, les JO de Paris, elle les aurait pas fui, elle se serait assise devant le micro, elle aurait expliqué, ça aurait été...
Oui, en même temps, ce mal-être des champions qui est lié à leur environnement parfois, souvent personnel ou d'entraînement, mais aussi la surpression de l'exigence que ce Graal représente devant le monde entier d'un jour, de devoir briller. C'est très important. Alors, mon coup de cœur. En fait, c'est pour... Mais je voudrais, peut-être Jérôme Dubus veut réagir sur le coup de cœur d'Anne-Christine Lang. Oui, on aurait pu faire une réaction collective, mais bon, c'est pas très grave. Allez-y. Moi, je partage ce que dit Christine, c'est une athlète exceptionnelle. Elle est d'ailleurs, je crois, si elle gagne 2 ou 3 médailles, elle va battre le record en gymnastique, très clairement des médailles olympiques. Dans cette épreuve. Donc c'est une athlète exceptionnelle qui effectivement a traversé beaucoup de difficultés, qui est vraisemblablement cette année en pleine forme, j'ai l'impression. En tout cas, la démonstration qu'elle a faite récemment montre qu'elle est en pleine forme, qu'elle a récupéré ses moyens, à la fois physiques et psychologiques visiblement. Donc elle va mener cette équipe américaine vraisemblablement jusqu'au bout, jusqu'au podium. Je regrette que la France... On a envie de lui souhaiter. Soit déjà éliminée, on est très bleu, c'est normal. Mais est déjà éliminée en gymnastique féminine. Bon, donc je le regrette, mais c'est comme ça. Donc mon soutien va à cette équipe américaine. D'ailleurs, je trouve que les Américains sont un peu en faiblesse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas parce qu'on parle surtout il reste 15 jours. Ils ont 20 médailles, ils ont une vingtaine de médailles, ils sont en tête du nombre de médailles. Attendez l'athlétisme. Oui, mais attendez, mais il y a des épreuves, notamment en natation, où ils se font battre systématiquement. Ils sont 2e, 3e, ils sont sur le podium, ils sont pas premiers. Ouais, Popovici, par exemple, le Roumain, a été brillantissime lui aussi. Il y a Léon Marchand, bien sûr. Aujourd'hui, 3 titres. Seulement 3 médailles d'or, ce qui est peu, au fond, au regard de leur passé. Un tiers des épreuves de natation auxquelles ils brillent d'habitude, sont déjà passées. Oui. Alors moi j'ai une question à vous poser parce que on sent monter parfois un désir des Bleus, ça s'il est là, il est permanent, et puis les fan zones dans toute la France, de Perpignan à Nice, en passant par Marseille, Lyon et Paris bien sûr, montrent l'engouement pour les Jeux et le suivi de nos athlètes. Et d'ailleurs France Télévisions a du mal à suivre toutes les épreuves et tout. Bon, on est déjà à 16 médailles au bout de 2-3 jours. Mais certains se disent mais on voit pas les autres. On voit pas les autres champions. C'est-à-dire les autres champions, on les voit quand ils gagnent, mais après, c'est fini. On voit pas l'engouement dans leur propre pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit, alors plus modeste peut-être, mais les Kazakhs. Et donc il y a une sorte de reproche qui est fait à France Télévisions d'être trop narcissique. Ouais, justement, Jérôme. Alors allons-y, Jérôme. Oui, il y a un député qui s'appelle Arnaud Saint-Martin qui vient d'être élu. Rassemblement national. Non, LFI. LFI. Ah, LFI, pardon. Non, LFI. Le lapsus, de ma part. Tout à fait pareil, mais enfin bon. Me faire taper dessus, je n'ai pas entendu quelqu'un du Rassemblement national dire ce qu'il a dit. Bon. Et qu'est-ce que nous a dit ce député Arnaud Saint-Martin qui vient d'être élu dans le 77, dans le Seine-et-Marne, qui était député de Melun pour la première fois, donc LFI, qui est un chercheur au CNRS, sûrement très estimable, mais qui nous dit que il vient de faire une réaction en disant qui a provoqué un certain nombre de réactions dont la mienne, qui nous dit écoutez, je trouve que les retransmissions faites par le service public, puisque c'est le service public donc qui France 2, bien sûr, France 2, France 3, France, donc France 2, France 3, France 5, France Télévisions olympiques, est trop chauvin. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? On n'arrive même pas à parler de toutes les médailles françaises, c'est vrai, mais en plus de ça, on ne voit pas les autres. D'abord, les caméras, alors il y a deux réactions de ma part. D'abord, les caméras du service public retransmettent ce qu'elles voient. Elles n'inventent pas, elles ne sont pas des fausses images, elles ne sont pas des images trafiquées, ce sont des images qui sont retransmises. Non, mais il y a aussi les reportages avant, les reportages après, les portraits. Ça fait un siècle qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques à Paris, je suis désolé, honneur aux Français un petit peu. Bon, voilà, en plus on brille, donc voilà. Je voulais vous pousser à le dire pour être clair. Et deuxième point, alors, est-ce que c'est du chauvinisme? On peut se poser la question. Pour moi, non. Et deuxième point, il met en cause le service public, le fonctionnement du service public. Oui. D'un air de dire, au fond, on devrait mieux le contrôler. On devrait mieux contrôler les images. Si, c'est ce que ça veut dire. Et donc là, moi je trouve qu'il est totalement hors sujet. C'est-à-dire que on n'est plus dans les années 60 où on avait un ministre de l'information qui contrôlait le RTF. On n'en est plus là. Donc le service public, il retransmet les images qu'il veut. On lui a pas imposé un cahier des charges. Et heureusement. Et puis ils font ça assez bien. Donc moi je trouve que cette remarque, elle est doublement déplacée. Un, vis-à-vis de nos athlètes, et deux, vis-à-vis du fonctionnement du service public et de la conception dont
dont on s'en fait. Eh ben, on va aller voir ce qu'en pense Pascal Bataille, qui est producteur de télévision, qui est animateur de télévision. Il sait ce que c'est que la télévision. Vous trouvez-vous que France Télévisions est trop chauvine, trop chauvin avec les Bleus dans ce contexte? C'est quand même, il n'y a pas eu de jeu à Paris depuis 100 ans quand même, hein, Pascal. Oui, alors effectivement, on peut considérer, je me suis fait moi-même la réflexion depuis 2-3 jours que je regarde régulièrement les épreuves, que on est extrêmement centré sur les performances de nos athlètes. En même temps, il y a de quoi s'en réjouir parce que ils brillent plutôt. Hein. On est deuxième au tableau des médailles pour l'instant, avec vraiment des très très belles performances, des très beaux résultats, des moments d'émotion formidables. Donc on va pas non plus jouer les gars de sauce en permanence. C'est vrai qu'on pourrait estimer que France Télévisions et y compris dans les antennes radio que j'écoute aussi régulièrement sont très très centrées, et un peu peut-être chauvines, mais je suis tout à fait d'accord avec Jérôme sur le fait qu'on va pas rétablir un ministère de l'information pour donner les temps d'antenne. Il y a déjà des règles suffisamment strictes pour donner en plus des temps d'antenne sur les athlètes et par nationalité. Ça deviendrait un peu compliqué. Donc moi je me félicite plutôt d'une très belle couverture actuellement par les antennes de France Télé. C'est très complet, c'est très beau, c'est vraiment très bien réalisé globalement. Et je trouve qu'on nous offre, que ce soit la télévision française nationale ou les athlètes nationaux, du spectacle merveilleux, et qu'on a de quoi. D'ailleurs, il y a une sorte de petite énergie là positive depuis quelques jours, depuis cette cérémonie. Qui me va très bien personnellement. Mais alors, moi, je vais vous livrer une petite anecdote, un petit vécu hein, ce week-end. D'une part, dimanche, j'étais pas à Paris, j'étais chez moi en Normandie, et puis des amis aussi m'ont raconté la même histoire dans le sud. Et puis Paris, hier après-midi, je vous assure, je fais 100 mètres en marchant et je tombe sur 3 personnes différentes, de 3 générations différentes. Tout le monde était sur le portable en train de suivre, je sais plus quelle épreuve des JO. Le portable, hein, le téléphone pour essayer, le smartphone, de voir en direct sur France Télévisions telle ou telle épreuve. Bon, c'est-à-dire que les gens se bousculent finalement dans la rue. Oh pardon, excusez-moi, parce qu'ils ont raté une marche, parce qu'ils regardent la télévision. Enfin, je veux dire que c'est quand même un engouement pour les jeux qui est vérifié, qui est réel aujourd'hui. Philippe Etchener. Thierry, on a le droit de pas être naïf non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer en politique aujourd'hui? Là, on est sur les jeux, on n'est pas sur la politique. Non. Ah, dites-nous. Ben oui, c'est que Emmanuel Macron avait ce rêve d'un monde commun dans une sorte de romantisme politique où c'est écrit dans Révolution, c'est écrit dans le livre de ces 2 conseillers là sur le Progrès là, enfin qui est un très mauvais livre au passage, mais ça c'est un autre sujet. Et ouais, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, vous voulez nous dire? Vous aviez le rêve d'un monde commun, et là, regardez en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monde commun. Et alors, justement. Et alors, LFI, elle pense quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, LFI? Vous croyez qu'il y a un espace pour Madame Tastetz en ce moment? Vous croyez qu'il y a un espace pour la nomination d'un politique? Du coup, il a viré tous les ça veut dire qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui un rêve pour lui qui est une sorte de concorde, et pour LFI c'est la catastrophe parce que pendant 3 semaines le discours politique est inaudible. On va voir tout de suite comment réagissent les autres débatteurs à cette affirmation de Philippe Etchener qui nous dit la gauche peut plus s'exprimer, elle peut plus contester dans ce contexte, elle n'existe plus. Est-ce que vous êtes d'accord? D'ailleurs, vous pouvez aussi vous réagir 0826 300 sur l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler, et puis je fais réagir nos 3 autres débatteurs dans un instant. À tout de suite. C'est Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et oui, ça continue pendant l'été et même pendant les vacances de Valérie Expert. On poursuit avec 4 débatteurs entre 10h30 et midi qui interviennent, nous donnent leur avis, essayent de se mettre d'accord ou pas d'ailleurs sur les débats de l'été. Et parmi ces débats ce matin, Philippe Etchener nous dit ces JO tuent la conflictualité et la capacité à mener un débat politique, au moins pour les oppositions, à se faire entendre. Autour
autour de la table, Philippe Lechener, je vous le disais, plutôt social-démocrate et président et fondateur de l'agence de communication Réputation H, Pascal Bataille, producteur animateur de télévision qui est avec nous, Anne-Christine Lang, ancienne députée macroniste de Paris, Jérôme Dubus, Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, vous en êtes membre du pôle ID, Jérôme. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Philippe Lechener? D'ailleurs Philippe, avant, je voudrais qu'on comprenne mieux votre propos. Vous dites quel drame pour Jean-Luc Mélenchon et Lucie Castet tous les soirs en ce moment. En quoi c'est un drame, ces JO qui réussissent là, qui sont réussis? Ils ont une stratégie très simple, c'est la conflictualité et c'est le fait d'hystériser chaque débat. Aujourd'hui, vous avez un consensus qui est en train de s'installer et une France qui, ça durera ce que ça durera, mais est heureuse en tout cas aujourd'hui, parce que ça, combiné aux vacances, etc. Ça fait du bien de l'entendre. Voilà. Quoi. Donc, on retrouve une forme de bonheur dans le collectif. Je pense que, moi je suis pas d'accord quand on dit les oppositions, parce que je pense que le Rassemblement National n'est pas dans la même logique. Jean-Luc Mélenchon est dans une logique où il y a plus d'urgence, et pour eux, ne pas pouvoir conceptualiser. Je vous rappelle que chaque jour qui passe est un drame pour LFI dans sa capacité à instaurer un rapport de force qui place un Premier ministre du NFP. On entend que c'est vrai, beaucoup moins Lucie Castet, même si elle a tenté ce week-end d'aller jouer la visite officielle. Et si vous voulez, le 15 août, entre le 15 et le 30 août, sortie des vacances, sortie des JO, vous annoncez un gouvernement qui est entre guillemets, je sais pas dans les détails, puis j'imagine qu'on en parlera peut-être plus tard, mais qui va grosso modo d'une frange progressiste de gauche, social-démocrate, on appelle ça comme on veut, plus de la droite et ensemble pour la République. Bon, ça viendra sur une trajectoire. Ça viendra sur un tremplin et une logique en se disant mais la France aura eu du calme et elle ne voudra peut-être pas, moi je dis personnellement probablement pas, revenir avec une castagne impossible. Et donc chaque jour qui passe et chaque jour de concorde nationale est une catastrophe pour la France insoumise. Jérôme Dubus. Non, mais moi je voulais en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon coup de gueule. Ce député, rien ne l'empêchait de dire bravo, mais voilà, j'aimerais qu'on montre les autres, plutôt que d'être dans la critique idiote, parce que c'est idiot de dire ça, je suis désolé. Donc, alors, il était les filles, ok, mais... c'est une façon de dire aussi, on nous entend plus, alors. Non, c'est le même sujet, parce qu'en réalité, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il met un petit coup de gueule, il met un petit coup de pression pour dire, voilà, on existe toujours, on est toujours là, c'est nous qui sommes arrivé en tête, soi-disant, parce qu'en réalité c'est 27%, gauche tout confondu, et 7,5 millions de voix, donc c'est pas en tête. Ceux qui sont arrivés en tête, c'est bien le Rassemblement National. Ce micro. Ah oui, donc avançons peut-être là-dessus. Et donc en réalité, c'est peut-être dramatique pour LFI. En tout cas, Madame Castet, on peut en parler de Madame Castet, parce que c'est très intéressant ce positionnement. En réalité, Madame Castet vient d'être désigné, je sais pas, choisi, je sais pas comment ça s'est passé, peu importe, par les 4 formations qui composent le nouveau Front Populaire. Bon, mais elle n'a strictement aucune légitimité. Elle n'a strictement aucune légitimité. Du choix politique. Du choix politique de quoi? Enfin, d'une formation qui est minoritaire. Mais vous voulez pas aller sur de 4 partis qui sont minoritaires, qui ont fait 27%. Donc, écoutez, je suis désolé. Jérôme. Madame Castet, elle ferait mieux de prendre des vacances et puis de revenir au mois de septembre pour voir ce qui se passe. D'accord, mais moi, je ne sera jamais choisie, je peux vous le dire. Je vous parlais de l'interpellation de Philippe Lechener qui nous disait, au fond. Alors, Anne-Christine Lang, vous étiez abasourdie quand vous avez entendu les propos de Philippe. Non, pas du tout. Je pense que à partir du moment où il a clarifié ses propos, non, je suis assez d'accord avec lui. Bon, d'abord, je pense qu'il y a quand même une espèce de forme de naïveté de la part de la gauche et de LFI particulièrement, qui consisterait à croire que au courant du mois d'août, on peut mobiliser quiconque. Déjà, en règle générale, c'est quand même la période de la trêve estivale, de trêve. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu, j'allais presque dire grotesque, à penser que le 25 juillet, on peut tout à coup mobiliser la France et les Français. Et puis, qui plus est, cette année, avec les Jeux, ils ont encore moins de chances de mobiliser, puisqu'effectivement, on est dans un moment de concorde. Et vous disiez qu'Emmanuel Macron l'avait anticipé, oui,
sans doute, il l'avait souhaité, espéré. C'est-à-dire qu'après cette période très difficile à l'Assemblée... Mais c'est pas un peu artificiel, vous qui êtes macroniste, je veux dire, est-ce que c'est pas une façon d'enrober la défaite et de la dissimuler de la part d'Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Je pense que dans sa dernière prestation, il a tout à fait admis que la majorité n'avait pas gagné. Je pense qu'il a quand même parfaitement analysé la situation politique et effectivement constaté que les députés macronistes avaient été battus. Et en même temps, si j'ose dire, il pensait, et là-dessus il avait raison, que les Jeux, d'abord la pause estivale, et puis les Jeux allaient permettre aux Français de se, je sais pas, de se réconcilier, mais disons. Il a pris une claque, le président de la République, et son camp a pris une claque. Oui, mais d'accord, mais je pense que il a pas nié. Non, mais il y a rien d'artificiel. Je pense pas qu'il considère que les Jeux Olympiques vont une fois pour toutes régler la situation politique française. Il n'est pas à ce degré de naïveté, mais qu'il y aurait quand même un apaisement, qu'on retrouverait une forme effectivement de concorde, et que ça permettrait peut-être, comme vous le disiez, de recommencer la rentrée dans une atmosphère plus apaisée, plus calme, plus sereine, et qu'on pourrait avoir des débats politiques qui ne soient pas sans arrêt dans l'insulte et la conflictualité. On va revenir à ça, Anne-Christine Lang et les uns et les autres, Jérôme Dubus, Pascal Bataille et Philippe Letchener. On va revenir à la politique dans quelques instants, mais je voudrais passer la parole à Philippe, parce que c'est votre coup de cœur à vous. Alors vous voulez rendre hommage à toute l'organisation française de formation des nouvelles générations de sportifs, de nos champions, avec l'INSEP. Expliquez-nous. Oui, moi je rends mon coup de cœur, c'est pour l'INSEP. L'Institut National. Alors, c'est l'Institut National des Sports, mais de l'expertise et de la performance. Ouais. C'est-à-dire que c'est un endroit où d'abord c'est un endroit meilleur. Oui, mais c'est un endroit d'éducation. Déjà, c'est très important. C'est public, c'est national. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé la façon dont ces jeunes gens s'expriment. Vous parlez des champions, là, des athlètes. Tout au long de l'année, vous voyez des footballeurs qui s'expriment en sortant des centres de formation. Et là, vous voyez les gens qui s'expriment en sortant soit de l'INSEP, soit des satellites de l'INSEP, qui sont placés en région. Vous êtes en train d'opposer la formation publique et les centres privés, et le foot et le reste je suis en train de dire que l'un devrait prendre exemple sur l'autre, parce que quand on a des exemples vertueux, c'est plutôt très cool de les suivre. Et donc à l'INSEP, vous voyez des gens qui ont comme philosophie de former des êtres humains en même temps que des champions. Et donc il y a une philosophie à l'INSEP qui est la suivante. Quelqu'un d'idiot ou de limité mentalement ne sera jamais un champion. Parce qu'être un champion demande une intelligence sublime. Alors, pas forcément une intelligence qui veut dire que j'ai fait Normal Sup et que j'ai un doctorat d'État, mais j'ai une compréhension de tout ce qui m'arrive. J'ai une capacité analytique qui me permet de savoir si je suis dans un temps faible, si je suis dans un temps fort, ce qui me rend faible, ce qui me rend fort. Vous savez, je vous donne un exemple de statistique. Oui. Un immense champion au tennis comme Roger Federer gagne 85% de ses matchs, mais il perd 46% de ses points. C'est-à-dire que un jeu, vous gagnez, voyez, un jeu au tennis, vous gagnez 6-4. Et puis vous pouvez gagner 6-4 au tie-break. Donc vous pouvez avoir gagné en ayant perdu 40% de vos points. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc c'est une forme d'intelligence de la gestion. Donc ça veut dire que si vous vous dites stratégie, oui, ça veut dire que si vous dites ah zut, j'ai perdu, je suis cuit. Non, t'as perdu, c'est pas grave. Quelle est l'émotion que tu ressens? Et tu passes au coup d'après et tu vas perdre 46% du temps, mais tu pourras tout de même gagner 85% de tes matchs. C'est ça l'INSEP, c'est formidable. Jérôme Dubus, Anne-Christine Lang, qu'est-ce que... Non, l'INSEP, c'est un exemple phénoménal. Ça a été créé par le général de Gaulle, si mes souvenirs sont bons. Moi, je l'ai visité à plusieurs reprises. Après les échecs des années 60 au JO, et il dit il faut y aller. Tout à fait. Il faut faire autre chose. Ça a été une expérience, c'est toujours d'ailleurs une expérience absolument phénoménale. Je crois unique au monde. Parce que je ne crois pas qu'il y ait d'autres écoles. Il y a eu des écoles il y a d'autres formations, etc. La Russie, oui, enfin, avec une idéologie un petit peu différente. Peut-être, mais ils forment. Et puis après, c'était l'utilisation un peu du knout. Vous connaissez le knout russe? Oui. Bon, c'était un peu ça. C'est très éloigné de l'INSEP.
On les tient politiquement notamment et leur et donc famille. en réalité, l'INSEP c'est une véritable école de formation, c'est une véritable école de vie. Moi, j'ai eu l'occasion de la visiter à plusieurs reprises. Quand j'étais avec Guy Dru, qui était un immense champion puisqu'il a été député, j'étais son proche collaborateur. Ministre, donc on allait souvent à l'INSEP, évidemment, puisqu'il avait ses entrées. Et donc cette formation, etc., déjà à l'époque était absolument phénoménale. On revient dans un instant sur la qualité de nos champions. Réaction d'Anne-Christine Lang et de Pascal Bataille. Mais d'abord, il va y avoir les infos. Vous êtes sur Sud Radio, mettez-vous d'accord et restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nous autour de cette table de macronistes, on peut le dire, Anne-Christine Lang, qui est ancienne députée En Marche, Jérôme Dubus, qui est membre du pôle Idées d'Horizon. Il nous disait il y a quelques instants, je sais pas, macroniste, on verra. En tout cas, philippiste, ça va très bien. J'avais dit que je ne savais pas. On va voir quel est le débat autour de la nécessité d'un nouveau gouvernement ou pas avec vous. Pascal Bataille, producteur, animateur de télévision, et Philippe Lenchener, président et fondateur de l'agence de communication Réputation Âge. Nous étions sur le sujet de la qualité suggérée par Philippe Lenchener. Enfin, en tout cas, c'est son analyse à l'écoute de nos champions, la qualité intellectuelle de nos champions qui vont au-delà dans l'analyse de leur course, de leur victoire, avec des mots formidables. Vous êtes assez d'accord, Pascal Bataille? Vous voyez comment, vous, la retransmission des réussites bleues? J'ai eu la chance moi aussi de visiter de reprises pour des reportages l'INSEP, et c'est vrai. On s'est doté en France depuis de longues années d'un outil remarquable de ce point de vue-là et qui me semble porter de plus en plus ses fruits. Alors il y a effectivement les résultats qui le prouvent, mais aussi je pense la façon dont nos sportifs, dont on voit nos sportifs par exemple communiquer, dont on les voit en position aujourd'hui de maîtriser une véritable réflexion, un débat non seulement sur leur sport mais sur la société. Et je pense que tout ça est dû en partie, pour ceux qui sont formés, à la qualité de l'enseignement qui est délivré là-bas et qui n'est pas donc purement sportif comme vous le signaliez tout à l'heure. En revanche, je me permettrai de faire un petit bémol, c'est que on regrette, on continue de regretter que avant que les sportifs deviennent des sportifs de haut niveau, le sport soit encore très négligé en France dans l'éducation des jeunes et donc notamment des collégiens, des lycéens, et qu'il soit encore une part assez congrue de notre... Vous voulez dire en comparaison avec d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre par exemple, alors même que quand même ça a progressé depuis quelques années? Ça a progressé, mais très honnêtement, vraiment peu. La part du sport, moi je comprends pas. Je continue à ne pas comprendre comment on a besoin de tellement d'heures de cours sur les matières générales d'éducation par rapport à d'autres pays dont finalement les bacheliers ou les jeunes universitaires ne sont pas moins instruits que les nôtres, et comment on arrive aussi peu à dégager du temps pour d'autres activités sportives notamment. Mais aussi, pourquoi pas, associatives, permettant aux jeunes de s'intégrer dans la citoyenneté, de développer leur esprit civique, etc. Donc il y a un vrai problème de la conception de notre emploi du temps scolaire en France. C'est pas le débat du jour, mais surtout que là on pense plus à l'école, hein. On n'a plus envie du tout d'y penser quand on est un gamin, mais pas seulement. Mais voilà, c'est vrai que bravo à nos champions, bravo à notre institut national, mais faisons mieux sur l'éducation du sport, quoi. Encore. Oui. Bon, alors j'en profite puisque vous avez la parole. On va aller complètement ailleurs. On va traverser l'Atlantique parce que là, vous voulez pousser, Pascal, un coup de gueule ce matin, sur le débat, la campagne américaine, la campagne électorale qui a une implication, notamment sur le droit à l'avortement. Surtout sur alors on saute du coq à l'âne, effectivement, mais sur la décision qui vient d'être rappelée d'ailleurs dans les infos, qui a été prise par l'État de l'Iowa, qui limite le droit à l'avortement pour les femmes à 6 semaines après le début de la grossesse.
ce qui est ridiculement peu, ce qui est quasiment correspond quasiment à une impossibilité, d'avorter. Parce que je vais apprendre à personne que beaucoup de femmes ne se sont toujours pas rendues compte qu'elles sont enceintes à 6 semaines, donc c'est trop peu. Interdire l'avortement dans cet État, c'est un État malheureusement de plus aux États-Unis à le faire, alors que ce thème va devenir, comme vous le disiez Thierry, sans doute un élément majeur de la campagne démocrate, et si notre amie Madame Harris est investie, et alors qu'en France, votre copine Kamala Harris, Pascal. Démocrate et candidate contre Trump. Non, je plaisante. Continuez. Donc le sujet a quand même été très sensible en France il y a quelques mois, avec ce débat sur l'inscription de ce droit dans notre Constitution, et je pense qu'on a été bien avisé quand même de prendre quelques précautions, parce que les progrès sont lents, et toutes les femmes qui ont lutté pendant des années pour ce droit à l'avortement le savent bien, et toutes celles qui en bénéficient aujourd'hui savent ce qu'elles leur doivent, mais le retour en arrière va très vite, peut aller très très vite, voilà. Donc c'est en ça que vous redoutez au fond que ça prenne plus d'ampleur et que cette limitation à 6 semaines se contamine d'autres États en quelque sorte, et un jour peut-être devienne la loi fédérale. Soyons clairs, il y a beaucoup de choses à redouter d'une possible élection de Trump, mais entre autres, sur ce plan-là et sur le plan des droits des femmes, ça serait absolument catastrophique. Philippe Letchener. Vous disiez la contamination a commencé. Parce que alors d'abord, Pascal a tout à fait raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait cette histoire est vieille et c'est très fin. Donc, faut vraiment faire très attention, parce que le jour où cette rhétorique arrivera ici, il faut qu'on soit formé. Cette histoire de 6 semaines a commencé à venir. Non, mais cette histoire de 6 semaines a commencé en Floride il y a 3 ans. Ouais. Même plus, il y a 4 ans. Quel est le débat ? Le débat, c'est nous ne voulons absolument pas interdire l'avortement. C'est pourquoi nous n'interdisons pas l'avortement. Par contre, nous voulons à tout prix responsabiliser les femmes, et en créant ce sentiment d'urgence autour de 6 semaines, nous leur donnons, en fait, nous sommes de leur côté et nous les aidons par l'éducation à se responsabiliser. Et ça, vous dites que c'est pervers au fond? C'est absolument pervers, parce que la moyenne est assez claire. C'est que les consultations chez les médecins et les demandes ont lieu entre la 8e et la 9e semaine. Donc ça y est, c'est passé. Scientifiquement prouvé. Donc c'est très très fin, cette histoire de 6 semaines, et donc il faut faire très attention, parce que un jour, cette rhétorique peut s'appliquer ici, il faut qu'on soit formé pour répondre. Les adversaires de l'avortement aux États-Unis auraient donc trouvé ce ils sont super fins, c'est en Floride. C'est en Floride. Non, c'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour suprême qui est à majorité maintenant conservatrice. Ça n'empêche pas le débat initié de cette façon en Floride. C'est un peu différent. C'est un peu différent de ce qui, depuis la décision de la Cour suprême, qui a remis en cause le fait que le droit à l'avortement soit une décision fédérale. Fédérale, oui. C'est ça qui s'est passé. Donc chaque État maintenant va décider dans son propre État, c'est ce qui se passe en Iowa, avec très exactement ce qui se passe. Chaque État va pouvoir décider dans son propre État et pour son État de ce qui va se passer. Il n'y a pas contradiction. Mais c'est pas contradictoire avec ce que nous dit Philippe sur le fait que la stratégie des adversaires de l'avortement... Il y avait jusqu'à maintenant une protection fédérale qui faisait que le droit à l'avortement était protégé de manière sur l'ensemble des États des États-Unis. Maintenant, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on aura... laissez-moi finir. Si, il y a une grosse contradiction. C'est-à-dire que depuis l'élection de Trump, qui a désigné un certain nombre de juges à la Cour suprême conservateurs, la décision de la Cour suprême a complètement changé les choses. Totalement changé les choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... Mais ça renforce l'argument de Philippe. Non, mais c'est pas les 6 semaines qui sont en cause. C'est le fait que chaque État peut décider. Se positionner. Mais chaque État décidant de 6 semaines... État par État, des législations totalement différentes. Voilà, c'est ça. Et donc, à détricotage de la loi fédérale qui, jusqu'à maintenant, permettait d'avoir une loi généraliste de protection du droit à l'avortement. Vous dites deux choses parallèles, parce qu'on a bien compris ce que vous dites qui se vérifie juridiquement, mais ce que nous dit Philippe Letchener, c'est qu'au fond, il y a un argument, un biais rhétorique, dialectique, stratégique de la part des adversaires de l'avortement, qui est de dire, réduisons à 6 semaines, comme si nous soutenions les femmes, alors qu'en vérité, on va supprimer
supprimer ce droit. L'État fédéral, l'État fédéral ne pourra plus intervenir. Même plus revenir là-dessus. Je pense que effectivement, la question du droit des femmes peut apparaître comme un des sujets dans le débat public et au moment des campagnes électorales. Moi, je pense qu'il est absolument fondamental, et que effectivement, enfin, on n'en est pas là ici en France, tout de même. Mais entre ceux qui considèrent que c'est essentiel, qui militent et qui ont milité pour l'inscrire dans la Constitution, et qui pensent que c'est un combat quotidien, et ceux qui pensent que c'est un sujet parmi les autres, la ligne de fracture est essentielle. Mais maintenant que c'est dans la Constitution, mais d'accord, mais je veux dire, ça n'a pas été si facile. Je veux dire, il n'y a pas eu un consensus de l'ensemble de la classe politique pour l'inscrire dans la Constitution. Puisque c'est allé de la droite à LFI. Par exemple, il y a un certain nombre de députés du RN, par exemple, qui considéraient que le droit à l'avortement n'était pas menacé en France et qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire dans la Constitution. Surtout au Sénat. Voilà, au Sénat également, tu as raison, qui considérait que le droit n'était pas menacé. Or, quand on suit les questions féministes et qu'on est militante comme moi depuis que j'ai 15 ans, on sait que la question du droit des femmes est un combat quotidien, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais, il y a une phrase célèbre qui dit que à la moindre, je ne sais plus exactement quelle est la phrase, mais qu'il faut être vigilant et que sinon ça peut être, et Pascal Bataille a raison, détricoté très vite, très très vite. Je pense que effectivement, c'est une vraie ligne de fracture, la question du droit des femmes et de l'avortement. Là où j'insiste, et d'ailleurs, j'espère, et les sondages quand même sur ce point, peut-être me donneront-ils raison, c'est que aux États-Unis, la question de l'avortement va être un vrai sujet avec Kamala Harris, qui est une femme et qui s'est beaucoup engagée sur cette question. Philippe, là où la rhétorique est fondamentale, c'est qu'il faut que tous nos auditeurs se rendent compte d'une chose, c'est que réduire à 6 semaines n'abolit pas ce droit inscrit dans la Constitution. Mais dans la réalité, oui. Voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites au fond. En France, on est plutôt dans l'excès inverse. On est plutôt à prolonger le nombre de. Ah, ça ne me pose aucun problème. Pardon, mais est-ce que vous n'êtes pas, Pascal a eu raison de. Il y a un moment où il va falloir s'arrêter. Pascal a eu raison de poser le sujet, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire peur avec la France, puisque ça y est, les femmes politiques de droite à gauche se sont mises d'accord pour pousser les parlementaires à le mettre dans la Constitution. Là où on ne se fait pas peur, c'est il y a combien d'années qu'il y avait un tandem avec un président qui s'appelait Barack Obama et une responsable des affaires sociales qui s'appelait Hillary Clinton. Je parle de la France, moi. Je vous demande si vous jouez pas tous à vous faire peur. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça peut être inscrit dans la Constitution. Je vous rappelle le nombre de voix de l'extrême droite aux élections. Après la question de l'accès quotidien, concret, dans l'ensemble des départements, des régions, de la fermeture des centres, etc., elle doit être quand même défendue. C'est pas forcément parce que c'est dans la Constitution que c'est facile. Dans chacune des régions, dans chacun des départements, il y a un accès en temps et en heure garanti. Ça aussi, c'est un combat. Bien sûr. On peut quand même rappeler que la première décision qui a été prise dans les municipalités Rassemblement National, ça a été d'arrêter les subventions au planning familial. Donc ça va vite, Merci vite. Pascal d'avoir lancé sujet qui n'était pas un des plus évidents des sujets des débats de l'été, mais qui en effet s'est retrouvé, finalement, vous vous êtes mis d'accord tous les quatre sur ce sujet, sur la menace qui pèserait, en tout cas aux États-Unis. Non, c'est pas tout à fait mis d'accord. Jérôme veut pas, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai bien noté que vous n'étiez pas d'accord, puisque vous avez le droit de... Je suis pas d'accord pour qu'on pousse systématiquement jusqu'à 11, 12, 13, 14, 15 semaines. Pourquoi ? On va s'arrêter où ? Il y a un moment où il faut s'arrêter, si vous voulez. C'est un autre aspect du débat qui n'a pas été traité jusque-là, vous avez raison. C'est le sujet, c'est l'excès inverse, précisément. Mais c'est on peut pas le réduire, mais on peut pas l'allonger non plus comme ça systématiquement. Merci. On va poursuivre. Donc on n'a pas tout à fait la même position. On va revenir dans l'Hexagone et on va poursuivre avec l'Élysée. Mettez-vous d'accord dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avec nous pour ces débats qui se poursuivent, vous le savez maintenant, hors micro, hors antenne. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de l'accélération des délais, on a parlé des délais, mais voilà, on va venir à autre chose et on va s'interroger. Je vous pose la question parce que c'est la Cour des comptes qui pose la question et qui même pique le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que le budget de l'Élysée est bien sérieux puisque il a été dépassé de 8 millions
8 300 000 euros d'ailleurs en 2023. La Cour des comptes s'en inquiète. Voyage lointain, réception, le budget de l'Élysée dérape. Est-ce que Emmanuel Macron dépense trop mal? Alors certes, il y a eu l'inflation l'année dernière, mais enfin, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Philippe Pletchener. Non, je suis très. Vous êtes dubitatif, vous aimez pas la question. Alors, oui, non, mais c'est pas la que je Cour des n'aime pas. comptes. Non, c'est pas que sérieux, j'aime pas la question, c'est que je manque d'éléments pour y répondre, c'est ça. Donc, je vais vous sortir une banalité terrible, qu'il faut faire attention dans cette ambiance actuelle et qu'il faut veiller à l'exemplarité. Mais j'ai aucun élément. Soyons sages. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai aucun élément permettant de mener un débat, contrairement à mes amis qui sont des ex-députés, donc ont probablement beaucoup plus d'éléments pour pouvoir y répondre. Anne-Christine Lang, vous surveilliez quand vous étiez députée le budget de l'Élysée? Non, mais je pense que bon, c'est une espèce de, j'allais dire, c'est quand même un petit peu un marronnier depuis. Non, mais ça arrive quand même assez fréquemment. 8 millions d'euros, c'est pas mal quand même. C'est normal. Enfin, c'est normal. D'abord, si vous regardez attentivement la question de ces dépenses, vous constatez qu'il y a quand même un sujet de l'inflation. Je veux dire, qui a augmenté les dépenses, et ça, personne ne le nie. L'inflation a fait augmenter les dépenses de l'Élysée comme tous les coûts. Par ailleurs, étant donné l'activité, j'allais presque dire la suractivité ou l'hyperactivité du président de la République, notamment en Europe et sur les questions internationales, le fait qu'il ait effectivement multiplié les voyages pendant la guerre en Ukraine pour voir les uns les autres, qu'il ait fait de nombreux déplacements à l'international. 171 réceptions à l'Élysée, dont celle fatueuse de Charles III. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça sert la France? Non, mais je trouve... Non, mais est-ce que c'est pas trop? Oui, mais enfin bon, moi j'ai un petit peu du mal. Alors effectivement, on peut tenir des lieux communs en disant bon, il faut faire montrer l'exemple, la sobriété, etc. Bon, je pense que quand même, quand on est chef de l'État en France et qu'on multiplie les réceptions pour multiplier les interlocuteurs, les Européens, les dirigeants internationaux, etc. Bon, il y a effectivement énormément d'activités à l'Élysée. Et bon, personnellement, je m'en réjouis parce que bon, ça permet au président de la République, avec beaucoup de volontarisme, de voir le maximum de gens, de multiplier les rencontres, les échanges, les volontés de consensus. Pour moi, enfin, franchement, c'est pas un sujet, même bon, si c'est pas très populaire de dire ça, mais je pense que c'est pas un sujet majeur. Voilà. Effectivement, s'il y avait pas de dépenses à l'Élysée, qu'on avait sur la première partie de ce qu'a dit Christine, je suis à peu près d'accord. Anne-Christine, pardon, je suis à peu près d'accord avec elle sur le marronnier. Alors, je me souviens des dépenses de Sarkozy. Mais ça va être de notre faute, ça va être la faute des journalistes. Pas du tout. Ça a même fait l'objet de recours judiciaires, l'affaire des sondages sous Sarkozy, etc. Tout ça avait flambé. Bon, non, en réalité, le problème est quand même plus important, c'est la dérive des dépenses publiques. Ça, c'est un vrai sujet. Et ça, évidemment, ça en fait partie. Ça n'a pas été réglé. Oui. Alors moi, je prends ma part de responsabilité, parce qu'Édouard Philippe était Premier ministre, Horizon est dans la majorité, etc. Donc je prends parfaitement ma part de responsabilité. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Ça, on est bien d'accord. Il y a un moment, il va falloir s'arrêter. Mais donc partout, donc à l'Élysée aussi. Donc c'est légitime. Mais à l'Élysée, ça en fait partie. C'est la face émergée de l'iceberg. Mais il y a une dérive des dépenses publiques qui n'a pas été contrôlée, c'est clair. Ouais. Mais donc en fait, vous soulignez bien des aspects, parce quelle bataille vous allez nous dire, au Philippe Pletchener, au fond, il y a quand même derrière le symbole du allons-y, le chèque est ouvert, enfin le budget de l'État est ouvert et on peut dépenser pour l'Élysée parce que il s'agirait de soutenir la stratégie globale du pays, de se développer, d'être connu, de recevoir. Et ben finalement, il y aurait derrière ce symbole, la réalité, c'est caractéristique du budget de l'État. C'est un peu différent, mais si vous voulez, on peut pas comparer le budget de l'État, la dépense publique, les services publics, etc. C'est fait dans le même esprit, visiblement. Aux frais de réception de l'Élysée. Non, mais si vous voulez, ça en fait partie. Donc il y a un moment, il y a un moment où, si vous voulez, il faut s'arrêter. C'est pas le même sujet. C'est pas le sujet. On a un endettement qui est quand même largement supérieur considérable, à l'Allemagne, à nos partenaires européens. Je vois que l'Espagne est redescendue en matière d'endettement derrière nous. Enfin. On montrait l'Espagne comme comme un pays qui était surendetté, etc., qui gérait mal ses dépenses publiques. On est
derrière vendredi, on a été on est derrière eux. Enfin, le vrai sujet, c'est de savoir combien il y a de petits fours quand on fait des rencontres internationales et qu'on multiplie les rencontres. Bon, d'un côté, de l'autre, il y a la question de la dépense publique, de l'efficacité des services publics, du fait que les Français considèrent, à mon avis, à juste titre, que la dépense publique est extrêmement importante et qu'ils n'en ont pas pour leur argent en termes d'efficacité des services publics, vous conviendrez que ce sont quand même deux sujets Alors très Pascal différents. Bataille et Philippe Letchener, qu'est-ce que vous pensez du symbole de la surdépense à l'Élysée comme étant caractéristique de la façon de gérer l'État et son budget? Ouais. Pour avoir longtemps tenu fait des enquêtes sur le gaspillage de l'argent public et travaillé beaucoup avec la Cour des comptes, la première chose qu'il faut dire, c'est que effectivement, ça ne date pas d'hier. C'est à la fois, ça pourrait être une excuse, mais ça n'en est pas une, parce que comme le disait très bien Jérôme, le problème, c'est que la situation économique de la France n'est plus celle qu'elle a été à d'autres époques, et que dans le cadre d'un effort général et d'une absolue nécessaire réduction des dépenses de l'État, ce qui se passe à l'Élysée, et j'assume la part de truisme et de banalité que Philippe ne voulait pas assumer tout à l'heure en disant ça. Mais il y a une problématique d'exemplarité qui est quand même incontournable, et que il y a un moment où il faut arrêter avec un président de la République, quel qu'il soit, qui se prend pour Louis XIV et qui effectivement et reçoit Charles III, oui, fastueusement. Le roi d'Angleterre, comme si on était entre soi, et en dépensant des fortunes pour ça. La politique étrangère de la France ne dépend pas, quoi qu'en dise Anne-Christine, de Charles III. Pas forcément du faste, mais de la multiplication des rencontres, oui. Philippe Letchener. Je vais vous citer Philippe Letchener, parce qu'on vous entend mal, Pascal, on est coupé. Je vais vous citer un exemple. En fait, tout dépend de la conception qu'on a de ce qu'est une présence de la République. C'est une présence de la République, c'est un truc honorifique où on remet les médailles et les légions d'honneur, ça coûte trop cher. Bon, mais là où ça ne coûterait pas trop cher, je vous donne un exemple extrêmement précis. Quand j'avais été nommé président de la mission pour la marque France, j'avais recommandé avec la commission, on avait recommandé en Conseil des ministres le fait qu'on crée un 14 juillet économique et que chaque année il y a un état de la nation sur la marque France. Quoi. Bon, c'est devenu. On pousse nos industries, nos entreprises. Alors c'est devenu le sommet Choose France. Oui. Alors bravo, vous voyez, c'est une réussite. Oui, mais justement, c'est là où le sommet Choose France, s'il est dans ces comptes-là, il n'existait pas avant, il existe aujourd'hui. Et ben voilà. Bon, moi, très sincèrement, vous voulez dire c'est positif, quoi. C'est mon métier d'organiser ce genre de choses. Un sommet de Choose France, ça coûte 700 000 € à organiser. Voilà. Bon, mais si le sommet de Choose France, ça vous amène ce que ça amène, Donc en fait, si vous voulez, il faut faire toujours la même chose. Voilà, livret, le bon grain, blablabla, faire la part entre niens. Donc remettre une médaille de Légion d'honneur à quelqu'un, bof, ou du moins le moins possible. Par contre, les Choose France, formidable. Oui, Jérôme Débus, très rapidement. Mais moi, je partage parfaitement ce que vient de dire Philippe. Une fois n'est pas coutume, depuis le début de l'émission. Mais en réalité, ça n'est jamais fait, ça. Ça n'est jamais fait. On rapporte jamais au bénéfice. Dépenses-investissement n'est jamais fait. Ouais. Jamais. En partie, ça fait partie du bilan politique, mais sociopolitique. Vous avez dépensé il y a une multiplication des initiatives politiques. Oui, mais que quel est le résultat en matière d'investissement? Que ça soit effectivement des réunions internationales contre la pauvreté, etc. Des choses qui n'existaient pas. Et bien évidemment, ça engendre un surcoût. Le rapport dépenses-investissement fait par l'État n'est jamais fait. Pardon, Jérôme, il a été fait par au moins un personnage. Je veux que Dieu sait que nous sommes critiques à Sud Radio à l'égard d'Emmanuel Macron, mais le président de la République a rappelé que la France est devenue la première destination d'investissement depuis un an ou deux. Non, mais ça, c'est différent. Mais c'est différent. Mais non, c'est pas différent. Jérôme, regarde ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin, effectivement, sur l'augmentation des investissements étrangers, sur la croissance. C'est pas différent. C'est quand même aussi le résultat de la multiplication d'initiatives. Il y a d'autres pays qui ont dépensé, qui ont obtenu un certain nombre de résultats dans leur attractivité sans déraper sur les finances publiques. Alors on va revenir dans quelques instants sur la nécessité absolue d'avoir un gouvernement et puis comment évolue en ce moment le groupe des macronistes qui tire à gauche, qui tire à droite. On va voir ça dans un instant avec nos débatteurs. C'est Mettez-vous d'accord, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Avec nos 4 débatteurs jusqu'à midi, une demi-heure encore. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, si vous voulez pendant cet été, les vacances, intervenir sur l'antenne de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 pour challenger. Cet anglicisme n'est pas beau, mais c'est tout de même ça. Jérôme Dubus, Horizon, proche d'Édouard Philippe, Anne-Christine Lang, ancienne députée macroniste de Paris, Pascal Bataille, producteur, animateur de télévision, et Philippe Lenchener, président et fondateur de l'agence de communication Réputation Age, et plutôt proche de sociodémocrates, même si aujourd'hui vous avez le recul d'un analyste de la vie politique. Alors je voulais vous interpeller sur ce titre qui m'avait un peu amusé et qui va vous piquer peut-être. C'est le journal du dimanche ce week-end qui explique que les troupes d'Emmanuel Macron en ce moment à l'Assemblée nationale, le nouveau groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, est en pleine déchirure en ce moment entre ceux qui tirent à gauche. Il faut aller discuter avec le nouveau Front Populaire. Ça, c'est Pascal Canfin, député européen, écologiste, dont on sait qu'il est très proche de la gauche, qui dit non, il faut qu'Ensemble aille vers la gauche. Et puis à l'inverse, on a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui encense lui l'idée d'un gouvernement de centre droit, avec la Macronie, qui s'approcherait des LR, et il encense un personnage, Xavier Bertrand, qui pourrait être le Premier ministre putatif de cette éventuelle alliance. Et écoutez bien, ce matin, c'était sur Sud Radio, chez Benjamin Glaise, dans la matinale, un député Lyotte, nouveau député, ancien maire de Nogent-le-Rotrou, Lyotte, Harold Huvard, il disait que c'était pas idiot cette idée de Xavier Bertrand. On écoute. Je pense qu'il réunit pas mal de qualités parmi celles qu'on cherche, mais j'ai la conviction, après un mois à l'Assemblée nationale, que la solution ne viendra pas de l'intérieur de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale. Donc on a des blocs. C'est le cas pour Xavier Bertrand. Oui, alors il est président de région, il s'est battu contre Marine Le Pen, il a toujours eu un discours social aussi, puisque la situation des Hauts-de-France fait que c'est nécessaire d'avoir un discours de protection, de justice sociale, de solidarité. Il y a lui, il y a Jean-Louis Borloo, il y a Bernard Cazeneuve. Moi, je pense à un gouvernement de personnalité extérieure qui soit capable de parler aux Français, parce que ça, c'est ce que les partis oublient depuis un mois. Voilà, alors Harold Huvard ce matin chez Benjamin Glaise qui nous dit gouvernement de personnalité, pourquoi pas avec Xavier Bertrand, mais aussi Jean-Louis Borloo par exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne-Christine Lang? Je pense que effectivement, on peut, en se référant à l'article du JDD, dire que ça tiraille soit à droite, soit à gauche. Il n'y a pas que lui qui le disait. Non, mais pas lui. Mais enfin, je veux dire, c'est évidemment une réalité. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que moi qui ai été député macroniste convaincu pendant 5 ans, ces débats avec les différentes sensibilités du groupe macroniste, ça existe depuis le tout début. Puisque effectivement, mais là ça a l'air quand même un peu plus effectivement après aigu. la question c'est pas tant de savoir si ça tire à droite, tire à gauche, que ceux qui sont issus de la droite essayent de tirer à droite et réciproquement. La question c'est de savoir sur quel sujet, sur quel thème on veut mettre l'accent. Moi j'ai la conviction que ceux qui sont plutôt à droite insistent sur les équilibres budgétaires et les comptes publics, la question de la sécurité, par exemple, la question de la laïcité, même si, à titre personnel, je pense qu'elle est ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche, et puis ceux qui sont plutôt de sensibilité de gauche, comme c'est mon cas, insistent sur les questions de la justice sociale. Et j'ai la conviction absolue, parce que c'est ce qui se passe depuis 2016, disons depuis 2017, c'est que il y a la possibilité et d'avoir un en même temps, et moi je fais encore peut-être partie des rares qui défendent le en même temps, qu'on puisse avoir un Premier ministre et un gouvernement qui répondent à la demande des Français, c'est-à-dire effectivement d'avoir de la fermeté sur la sécurité, parce qu'il ne faut pas contester qu'il y a une forte demande de sécurité, que la question de la laïcité soit vraiment prise à bras-le-corps, avec moins d'atermoiements. Avec moins d'atermoiements. Moi, je ne veux pas me lancer dans des pronostics, même si j'ai ma petite idée. Donnez-nous, je pense ici. Bon, moi, s'il faut se mouiller, moi,
Je pense que Emmanuel Macron ne choisira pas quelqu'un qui est issu de la droite. Ah bon, donc ce sera pas Xavier Bertrand, ce sera pas Jean-Louis Borloo. Je peux me tromper, je suis pas Madame Irma, mais Jérôme je ne pense pas. Jérôme Dubus. Non, moi je partage en gros ce que dit Anne-Christine. En réalité, d'ailleurs, nous sommes des exemples patents de ce qu'a réussi à faire la Macronie, puisque elle venait du Parti Socialiste, et moi je venais J'étais conseillère de Paris PS, et lui conseillère de Paris. J'étais le premier républicain à rejoindre Emmanuel Macron en décembre 2016. Je tenais Édouard Philippe. Donc voilà, mais vous êtes la droite de la Macronie. Peu importe le casting au fond. Moi, je veux des gens qui s'engagent. Je veux des gens qui agissent. Je veux des gens qui, sur un certain nombre de sujets, et notamment, effectivement, parce que ça me tient à cœur, la dérive des finances publiques, il faut un engagement. On va pas continuer comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'on chante gentiment encore comme une des cigales, Xavier en disant tout va bien, etc. C'est formidable, Xavier Bertrand. Alors, Xavier Bertrand ou quelqu'un d'autre, au fond, le casting n'est pas très important. L'important, c'est que il y ait quelqu'un qui réussisse à rassembler au-delà des 160 et quelques députés, qui sont l'ex-majorité. Le sujet, c'est 289. Donc on arrive déjà à agréger LR, on arrive à agréger un certain nombre, au-delà de LR, de divers droites, même de divers gauches, qui veulent s'engager sur un certain nombre de sujets. Et c'est, je crois, le plus important. Parce qu'on ne va pas rester 3 ans à attendre comme ça. Bon, mais Philippe Letchener, quand on voit un Pascal Canfin, ancien écolo d'Europe Écologie Les Verts, devenu aujourd'hui eurodéputé à nouveau macroniste, Renew, Renaissance, c'était Ensemble pour la République, tiré dans le monde vers... il dit il faut créer des ponts avec le nouveau Front Populaire. On sent bien, par exemple, sur un sujet très concret, le nucléaire, que lui, il est plutôt sur la ligne d'une Lucie Castet, en tout cas de la gauche, qui est complètement partagée sur le nucléaire. Il n'y a pas de décision, on n'est pas tellement pour relancer l'avenir. Voilà, par exemple, un sujet très concret, ce qui vient s'opposer à une ligne qui serait Xavier Bertrand et une ligne centre-droit. Donc là, quand même, la Macronie est perdue. C'est pas qu'elle est perdue. Vous voyez combien c'est passionnant ce débat et que combien Xavier Canfin Pascal Canfin pose un sujet qui est diamétralement différent de celui posé par Darmanin. Quel est le sujet de Canfin? Le sujet de Canfin, c'est le suivant. Le barycentre, je sais pas comment on peut appeler ça. Le pivot. Le pivot du macronisme. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est la social-démocratie. Voilà. C'est ce que dit Canfin, c'est pas ce que dit Darmanin. Oui, mais justement. Alors ensuite, vous savez, il y a un moment où c'est plus une opinion, où c'est de la science politique. Vous prenez 2017, le nombre de voix de Marine Le Pen, le nombre de voix du candidat de la droite, le nombre de voix de Dupont-Aignan, etc. Vous additionnez tout ça, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est pas une opinion, c'est un fait. Et alors, qu'est-ce que montrent les chiffres? C'est que la France s'est portée vers la droite. Non, c'est que c'est une élection avec les voix de l'ex-PS, puisque Benoît Hamon fait ce qu'il fait. Et ensuite, 5 années plus tard, vous montez, vous descendez, Anne Hidalgo faisant 2,5, à nouveau, donc ces gens, ces électeurs issus de la gauche ont été votés vers la droite, et ils ont été votés pour Emmanuel Macron. Oui. Au deuxième tour. Et donc, regardez les résultats du premier tour. Non, mais donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Philippe? Soyez précis et clair. Ce que je veux, au premier tour, Jérôme, additionner en 2017 Marine Le Pen, additionner François Fillon, additionner Dupont-Aignan. Le score de Macron est fait avec quoi? Il est fait avec les voix du Parti Socialiste qui existe. Conclusion pour aujourd'hui. Conclusion pour aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît. Conclusion pour aujourd'hui. Ce que dit Canfin, il dit que Darmanin ne parle pas de politique, il parle de politique au sens l'éthos de ce qu'est ensemble. Macron, je sais pas, on l'appelle comme vous voulez. Il parle de technique de façon d'obtenir une majorité à l'Assemblée. Et donc il dit qu'on peut effectivement dès demain matin faire un gouvernement avec... donc il faut laisser les socialistes, sinon on n'y arrivera pas. C'est ça que nous dit Canfin. Il dit demain matin vous pouvez faire un gouvernement avec Ensemble pour la République et les Républicains, mais à ce moment-là ce gouvernement ne dépend que d'une chose, le fait que le Rassemblement national décide de laisser faire et de ne pas voter une motion de censure. Et lui, Pascal Canfin, pose un autre sujet qui est, ce jour-là, le macronisme est définitivement mort parce qu'il a perdu ce qu'était sa culture originelle. Donc on est pour, on est contre, mais voilà comment est posé le débat. Je résume tel que j'ai compris vos propos, c'est que Pascal Canfin dit en fait, si vous oubliez les socialistes et que vous n'allez pas négocier aussi avec eux, eh bien la Macronie va se perdre et elle sera définitivement
relativement c'est ce que dit morte. Darmanin. Mais écoutez, enfin, électoralement, on a quand même évolué depuis 2017. 2017, ça fait 7 ans. Moi, je veux bien qu'on reprenne tous les chiffres. Non, mais de c'est pas le 2017. sujet. Vous êtes d'accord avec c'est le sujet. ce Parce que que dit le Pascal macronisme Canfin a évolué. Il n'est plus dans le macronisme initial de 2017. Il a profondément évolué. Oui. Je l'ai vu, moi, dans ma circonscription, dans mon arrondissement. Mais enfin, en même les gens temps... de droite, c'est un arrondissement de droite. Le 16e, le 17e, il n'y a pas plus à droite en France. Ça vote Macron à 60% au premier tour. C'est bien qu'il y a eu une évolution du macronisme vers la droite. qui s'est porté vers la droite, oui, qu'on le veuille ou non. Alors après, je veux bien qu'on revienne... parce qu'on voit en direct que les sensibilités de la Macronie s'exprimaient ici et se déchiraient. Initial, au macronisme... mais non, c'est terminé. L'évolution de la société, c'est comme ça. L'évolution électorale, c'est comme ça. Je voudrais revenir quand même sur ce que vous disiez sur Darmanin. Je pense que c'est pas aussi caricatural que ça. C'est-à-dire, c'est pas Canfin qui tire à gauche et Darmanin qui tire à droite. Ça, quand Darmanin propose, par exemple, l'augmentation du SMIC, j'ai pas l'impression, avec une vision qui est quand même assez keynésienne, je ne vois pas quand même le signe d'une politique de droite. Pascal Bataille, au fond, quand on les entend tous les trois, on se dit qu'après avoir eu leur débat, et avec ce que vient de nous dire Anne-Christine Lang, finalement, on va peut-être avoir un gouvernement qui ira de Canfin à Darmanin via Xavier Bertrand. Moi, je suis en tout cas totalement d'accord avec ce qu'a dit Philippe et sur le fait que le Macron et c'est son problème d'ailleurs a oublié trop longtemps et continue de le faire qu'il a été élu avec les voix du PS et que il ne pourrait en réalité se maintenir avec une majorité que s'il arrive à intégrer la partie social-démocrate du nouveau Front populaire. Et je pense... Et c'est pas ce vers quoi on se destine si on va vers une union avec les LR. Non, mais je pense que ce nouveau Front populaire je pense que tout le monde est d'accord autour de la table n'est qu'un assemblage hétéroclite et à visée purement électorale pour ces législatives et que bien évidemment il va exploser en vol de toute façon assez rapidement et l'idée et j'assume la part d'angélisme et de naïveté que cela comporte. C'est qu'il puisse quand même y avoir des gens de la droite républicaine qui puissent partager ces valeurs, qui puissent se mettre au service de la France, qui aient cette fibre sociale, et c'est le cas de Xavier Bertrand par exemple, ou d'autres, plus que peut-être de Darmanin. Ok, on va poursuivre sur cette discussion, puis on reviendra aussi sur la crise au Venezuela et peut-être aussi la critique par Donald Trump de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nos invités Jérôme Dubus, Anne-Christine Lang, Pascal Bataille et Philippe Letchener, 4 débatteurs de ce Mettez-vous d'accord. Et on va revenir sur la polémique suscitée par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors vous allez me dire encore, parce que Donald Trump lui-même s'en est ému au cours d'une interview télévisée. Le ancien président américain et candidat aujourd'hui à son renouvellement, a qualifié la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de honte, en considérant qu'au fond, les chrétiens avaient été insultés par cette scène de théâtre, qui évoquait la scène CE-N-E, la scène du Christ, qui est la base de l'Eucharistie chez les catholiques et chez les chrétiens, le moment sacré, qui aurait été caricaturé. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique de l'ancien président américain, candidat républicain aujourd'hui, qui risque d'être, ou qui a une chance d'être réélu, alors même que le vice-premier ministre italien Matteo Salvini dit à peu près la même chose? Alors, il y a 3 personnes qui ont critiqué, 4 personnes, en ajoutant Trump, qui ont critiqué l'organisation, enfin en tout cas le contenu, la cérémonie d'ouverture et le contenu, et notamment cette scène, qui est effectivement une caricature. Il y a Orban, il y a Poutine, hongrois, le Premier ministre hongrois, Trump, et il y a Salvini. Qui sont des alliés. Et il y a Mélenchon et Marion Maréchal Le Pen. Alors oui, mais pour des raisons différentes. Si, ça chez nous. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas très étonnant de leur part. Donc, j'allais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi en quoi ça ne vous étonne pas? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils prennent un moment particulier qui dure 15 secondes ou 1 minute, je ne sais plus très bien, de cette cérémonie qui en a duré 4.
4 heures. Pour critiquer l'ensemble de la cérémonie. C'est quand même absolument extraordinaire. Moi, j'ai trouvé cette chevauchée phénoménale. Voilà. Alors, il y a des dérapages, comme toujours. Il y a eu des dérapages. La scène dans la bibliothèque, le couple dans la Bibliothèque nationale. C'est Jules Légime. Ouais, voilà, mais c'est du Légime, oui, mais à l'époque c'était dit peut-être plus subtilement. La scène avec un C, effectivement, je comprends que ça ait pu en choquer un certain nombre. Donc ça vous gêne pas que Donald Trump... Mais non, mais je pense qu'il faut voir la globalité. La globalité, c'était quand même extraordinaire. Enfin, moi, je n'ai jamais vu une cérémonie d'ouverture des JO aussi palpitante. Ça a duré 4 heures. 4 heures devant mon poste, je n'ai pas décroché d'une seconde. Je pense que Donald Trump, il est en campagne, donc il parle aussi à son électorat. Je pense qu'il s'adresse évidemment à un électorat qui est le sien, qui est un électorat conservateur. Donc je pense que aussi bien sur les questions, on parlait tout à l'heure de l'avortement, sur l'avortement que l'ouverture, l'homosexualité, enfin tout ce genre de sujets progressiste, effectivement, il prend le contre-pied, puisque ce sont des sujets sur lesquels Kamala Harris est forcément beaucoup plus ouverte. Donc toutes les questions sociétales, il s'adresse à un électorat conservateur. Mais Pascal Bataille, on ne doit pas finir quand même par s'inquiéter au bout de 2-3 jours par ces critiques venues d'ailleurs dans le monde qui pourraient finir par nuire à l'image de la France, les Français arrogants qui font la promotion de leur façon de vivre et en particulier de leur goût de la révolution. Voilà, est-ce que ça doit pas finir par inquiéter? Vous allez me dire que j'en fais trop, mais je pose la question parce que la critique de Trump et de Matteo Salvini, elle tombe là. Oui, vous en faites beaucoup trop, Thierry. Les débats d'été, il faut en trouver pendant le mois de juillet et le mois d'août. En toute sincérité, vu les références esthétiques et intellectuelles de Donald Trump, je trouve ça plutôt flatteur qu'il critique notre cérémonie. Ça, c'est un coup bas. Vous aimez pas Trump et son esthétique. L'origine politique de ceux qui se sont manifestés, que ce soit Poutine ou je ne sais plus qui encore, Orban, etc. Bon, il y a rien de très alarmant là-dessus. J'en profite pour rappeler quand même que, alors vrai ou pas, mais en tout cas Thomas Joly a dit que ce n'était pas une parodie de la scène, mais effectivement une mise bacchanale d'un tableau représentant le festin des dieux, avec Dionysos au premier plan, parce qu'à ma connaissance... Les dieux de l'Olympe grec. Il n'y avait pas Dionysos parmi les apôtres, et enfin, je rappelle qu'on a tous autour de cette table défilé pour Charlie Hebdo après les attentats, certes pour commémorer, rendre hommage à ses morts, mais aussi pour défendre la liberté d'expression. Alors, si on peut caricaturer le prophète, pourquoi on ne pourrait pas, au final, caricaturer la scène, même si ça n'était pas, en l'occurrence, le but de Thomas Joly? Oui, bon, bien mais je vais déporter le sujet. Il y a tout de même dans le Figaro de ce matin une philosophe qui s'appelle Bérénice Levet et qui dit mais cette cérémonie n'a pas magnifié l'esprit français, mais la France que ses organisateurs rêvent en fond, qu'elle voudrait voir advenir. Et elle dit finalement ils ont, plutôt que d'unifier les gens avec cette mise en valeur de certaines identités particulières, eh bien elles prennent le risque d'en créer le communautarisme, une division entre nous tous les Français. Voilà ce que dit cette philosophe. Il y a un débat même en France. Philippe de Villiers disait tout est laid, tout est woke. Oui, Michel Onfray, le philosophe, dit Disneyland, wokiste. Non, mais il y avait pas de... Moi, je n'ai pas vu de prosélytisme. J'y ai vu un ode à la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, est totalement revendiqué. J'ai regardé ce que disait Thomas Joly et il l'assume et il a raison de l'assumer. On ne va pas s'excuser auprès de Donald Trump et autres Orban ou Marion Maréchal. Je pense que effectivement, il faut. Je vous ai cité d'autres noms là, non, mais Michel Onfray, Philippe de Villiers, etc. Et autres. Il n'y a pas à s'excuser. J'ai vu que certains commençaient à faire, sans jeu de mots, leur acte de contrition en disant non, finalement, c'était pas une critique de la scène, des catholiques, etc. Et alors, enfin, je veux dire, comme disait Pascal, je veux dire, oui, on peut critiquer. Non, mais il y a quand même un sujet
centrale sur nos valeurs de liberté qu'on adresse au monde aussi. Il faut quand même bien avoir en tête que cette cérémonie, il y avait 2 milliards de téléspectateurs, que dans je ne sais pas combien de pays au monde, l'homosexualité est interdite, réprimée, les gens sont condamnés à mort, etc. Les femmes, l'invisibilité des femmes, la question des athlètes, femmes, etc. Afghane, Ce sont des sujets. On a quand même des millions de gens à travers le monde qui se battent pour être ce qu'ils sont, pour pouvoir être ce qu'ils sont, tant d'un point de vue du genre, de l'orientation sexuelle, de leur choix de vie. Et nous, on a envie de montrer que en France, on peut être ce qu'on a envie d'être et on peut vivre sa vie, quelle que soit son opinion, sa religion, son orientation sexuelle. Et ce message, il est plus fort que tout. Philippe Leschener. Quand on avait fait le rapport pour la marque France, on avait proposé que la devise française passe de liberté, égalité, fraternité à liberté, égalité, fraternité, créativité. Ben oui, voilà. Parce qu'on pensait que mettre créativité au fronton des écoles, quand un môme rentre à 8 ans là-dedans et puis qu'il en sort à 16 ou à 18, c'est pas exactement le même esprit qui est formé. François Hollande me l'avait refusé, on l'a pas fait. Mais vous savez, cette philosophe, elle manque de culture. Parce que dans les écrits de Proust, dans Du côté de Guermantes, il parle de Renoir à un moment donné, il a cette phrase merveilleuse qui est à chaque fois qu'un créateur crée, c'est un monde qui naît. Et donc, c'est ça la culture, c'est ça la création, c'est ça le fait de faire appel à un artiste. Je voudrais que ceux qui, ici, ont été des amoureux du rugby et de la Coupe du Monde en France en 2003 se souviennent du spectacle à l'entrée. Le spectacle lors de la cérémonie d'ouverture était fait par Jean Dujardin. C'était une catastrophe de beau fric comme c'est pas possible. Ça, c'est du mépris social. Ça, c'est du mépris social. C'est du mépris social. Que vivent des millions de gens. Et elle est totalement respectable. Non, franchement, c'était pas une catastrophe du tout. Philippe, fini, mais évidemment, ça suscite nos 4 réactions. Philippe, j'ai pas le droit de finir ma phrase. Philippe, allez-y, finissez. Vous n'avez pas aimé la casquette? Attendez, on comprend rien. Jamel me dit en régie, à la réalisation, que les auditeurs, il a bien raison, ne comprennent rien. Donc, Philippe, vous avez créé un brouhaha, une bronca. Ah non, c'est pas moi qui ai créé le brouhaha. Non, mais si, en disant que la casquette de Dujardin et la baguette, ça vous plaît pas. Ah bah oui. J'ai dit que la cérémonie, globalement, avait fait que les mêmes journaux que vous citez avaient titré la France rance, et avait titré la France naphtaline. Alors ensuite, mes amis députés ou ex-députés peuvent toujours crier. À l'arrivée, c'est les mêmes journaux que vous citez qui avaient dit ça. Je vous rappelle que si nous allons chercher ce qui a été dit sur Découfflé à Albertville, sur Jean-Paul Goude lors du bicentenaire, avec une chanteuse noire chantant la Marseillaise à l'époque, voilà, ça ne va jamais quand les créatifs créent et qu'ils parlent. Bon, là, on va se retrouver. Un créatif ne peut pas être mainstream. Jérôme Dubus. Moi, je veux pas polémiquer sur l'histoire du rugby parce que c'est aussi la France que l'on aime. Voilà. Ouais, elle a le droit elle était représentée, elle a le droit d'exister. Autant que celle qu'on a vue là, et d'ailleurs c'est la force de la France, c'est d'essayer de retrouver cette unité qui malheureusement le sujet c'est ça, c'est comment rester unis de la baguette à c'est très simple, c'est aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et l'esprit olympique, c'est ça. Indépendamment de l'esprit français, l'esprit olympique, c'est un esprit universaliste, d'ouverture, de créativité, et ça a été très bien défini lors de cette cérémonie. Pascal Bataille, vous avez un mot sur la critique de Trump et la critique qui s'est développée ici aussi sur l'esthétique de la cérémonie? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Philippe. Je pense que il faut être, si on veut être créatif, il faut prendre des risques, il faut être audacieux, il faut parfois même un peu choquer certains. On remarque quand même que ceux qui sont choqués, ils pensent tous un peu la même chose, ils pensent tous un peu côté, et c'est pas très étonnant. C'est pas les plus progressistes et les plus créatifs non plus de nos politiques ou de nos philosophes qui se sont offusqués. Donc bravo à Thomas Joly. Effectivement, peut-être que certains passages étaient du goût de certains, moins réussis. On a eu une cérémonie remarquable, exceptionnelle, que ce soit en termes de créativité ou d'organisation. Ils ont eu les pires conditions du monde avec ce déluge. Ils ont réussi à faire une cérémonie de la première à la dernière minute qui a tenu, où tout était beau et remarquable. Bravo. Pascal. Et arrêtez
Voilà. Ouais, mais Pascal, je vous propose pour conclure une autre citation, qui va peut-être là pour le coup nous mettre d'accord tous les 5. C'est le cardinal archevêque d'Ajaccio, un nouveau cardinal désigné par le pape François il y a peu, monseigneur François Xavier Bustillo, qui dit je comprends que certains chrétiens puissent avoir été offensés, mais il faut partir de la source, c'est-à-dire Thomas Joly. Et puisqu'il nous dit que c'est une fête païenne, une fête du vin, une fête de l'Olympe et des dieux et une raillerie, faisons-lui confiance. Et notre cardinal nous dit quoi ? Écoutez, c'est pas sain de vivre dans les polémiques incessantes. Alors, c'est le contraire de ce que j'ai suggéré ici, puisque j'ai ramené à la polémique. Mais au moins, on se met tous d'accord derrière le cardinal Bustillo. Thierry ne sera pas cardinal. Comment ? La conclusion de l'émission, c'est que tu ne seras jamais cardinal. Ah non, je serai sans doute jamais cardinal. Dieu m'en préserve. Merci, en tout cas, à tous les 4 d'avoir été dans Mettez-vous d'accord ce matin. On vous retrouve sur Sud Radio avec Valérie Expert très vite, bien sûr. Et on va aller au JO, bien entendu. Les résultats, les promesses de médailles aujourd'hui pour les Bleus et pas que. C'est dans les JO, dans tous leurs états. C'est tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.